Moi, je me réjouissais tellement de faire cet entretien parce que je vis avec lui, du coup, je vois l'homme qu'il est à la maison et sur scène, et je peux vraiment dire que tu es le même à la maison que sur scène. Tu es vraiment courageux, tu es persévérant, tu es efficace, quelque chose que je ne suis pas. Du coup, il me complète bien. Et j'ai vu tellement les défis et les victoires que tu as eues aussi depuis qu'on a commencé cette église. Et du coup, je me réjouissais juste tellement de creuser ça. Puis ça fait un moment, en fait, que je rêve de faire un entretien avec lui par rapport à quelque chose qui va peut-être nous surprendre. Peut-être pour certains d'entre vous que vous ne connaissez pas, parce qu'il a eu un parcours que moi, je trouve étonnant. Et là où il en est aujourd'hui, moi, je trouve que c'est vraiment inspirant pour certains. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'est mais est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est par rapport à ta scolarité qui a fait que tu es là et que j'ai envie de te faire un un interview avec toi? On n'a pas de micro qui marche. Même si on t'entend. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu veux le mien? Voilà. Ah, il faut un petit peu de temps. Merci Oprah pour ta question. Non, alors c'est vrai que ça date un peu déjà, hein, maintenant que je deviens vieux, que j'approche la trentaine. L'école, ouais, je sais, c'est vieux. Donc mon parcours scolaire, c'est vrai que des fois ça surprend les gens. Je me souviens quand je te l'avais dit la première fois, ça t'avait surpris. Ouais. D'ailleurs, je m'étais dit, ok, je m'attendais pas à ça, mais ça m'a pas arrêté. Donc j'ai eu une bonne scolarité au niveau relation, au niveau tri, peut-être des fois même un peu trop bonne. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés scolaires avec les différents domaines, enfin particulièrement tout ce qui est des domaines des langues, le français, l'allemand. Jamais fait d'anglais à l'école. Et puis du coup, en 5 et 6e, donc 7 et 8e Armos, pour ceux qui sont déjà dans le nouveau système, j'ai vraiment énormément galéré. Je bossais pendant des heures comme un fou pour essayer d'avoir des bonnes notes. Et puis rien venait, c'était une catastrophe. Et puis au final, j'ai été en VSO, pour ceux qui savent ce que c'est sur Canton de Vaud, en tout cas c'était comme ça que ça s'appelait. Donc il y avait trois différents, faudrait pas dire niveau, mais branchements, ou je sais pas comment on appelait ça. VSB qui permettait d'aller au gymnase, VSG qui permettait d'aller au gymnase mais diplôme, et puis VSO ça te permettait d'aller en apprentissage. Voilà. C'est un peu la seule option que tu avais. Donc je me suis retrouvé en VSO, et puis voilà. Ouais, du coup, je me souviens toujours la première fois que tu m'as dit VSO, puis je suis anglaise, du coup, je comprenais pas tout de suite, mais quand tu m'as dit que c'était le plus bas, j'étais hallucinée parce que j'avais pas l'impression comme si tu étais quelqu'un qui n'était pas intelligent. Pas que les gens en vaisseau ne sont pas intelligents. Justement, on va en venir, mais ça m'a vraiment surpris. Et du coup, moi, je voulais te poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait d'être en VSO? Qu'est-ce que le moment où on t'a dit, et puis par la suite, qu'est-ce que tu as vécu? Que quelqu'un te dise, mais tu vas passer en VSO. Je suis quelqu'un qui n'a pas une très très bonne mémoire en fait de base, et c'est peut-être aussi pour ça que je galérais à l'école notamment. Du coup en fait, si je réfléchis aujourd'hui en arrière, j'ai pas l'impression que ça m'a fait grand chose d'être en VSO. Je me souviens surtout de la 5 et 6e année avant d'être en VSO où c'était plus difficile. Ça m'a pas fait grand chose, mais je discutais avec ma maman il y a quelques temps, puis elle me racontait qu'en fait quand j'ai appris que j'allais en VSO, quand j'ai reçu le papier, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré à la maison. Et puis, du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, ça devait m'affecter, mais j'ai aucun souvenir de ce moment-là, mais vraiment aucun souvenir. Et puis, ouais, je dirais que j'ai pas l'impression aujourd'hui que ça m'a plus affecté que ça, en fait. Moi, je trouve que c'est quand tu m'as dit que tu te souvenais pas, puis qu'après Nadia nous a dit non, il a pleuré. Je trouve ça hallucinant que ça t'a pas plus marqué. Parce que je sais que personnellement, moi, je pense que ça m'aurait pu plus marquer. Et du coup, pourquoi est-ce que ça t'a autant peu marqué? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu crois comprendre pourquoi? C'est une bonne question, parce que vu que je me souviens pas de pourquoi ça m'a marqué, je me souviens pas de pourquoi ça... Enfin, bref. Mais je pense,
justement, quand ma maman me racontait ce souvenir-là où j'ai pleuré, elle m'a aussi raconté ce qui s'est passé après. Et puis, en gros, apparemment, tous mes frères sont venus, parce que j'en ai pas mal, tous mes frères sont venus, et puis m'ont réconforté. Mes parents aussi me disaient, mais écoute, c'est pas un problème, c'est pas un souci que tu sois en VSO. Et puis vraiment, cet accueil finalement de ne pas en faire quelque chose de plus grand qu'autre chose. Je pense que l'attitude justement de ma famille, à mon avis, elle était vraiment, vraiment clé. Et c'est drôle parce que je me souviens d'un épisode où j'étais en classe avec des personnes de l'année d'après. Et puis une fille qui était de l'année d'après, donc la même année que mon frère, elle m'a dit, mais ça te fait rien parce que tes deux grands frères, ils sont en VSB, et puis toi, tu es en VSO. Puis en fait, c'est comme si elle me faisait penser à ça, un truc que j'avais jamais pensé, tu vois. Et je me dis, ça pouvait être une question qui aurait pu me bouleverser, me faire du mal dans mon identité et puis dans ma manière de voir les choses. Mais je pense que le fait que ma famille était tellement en soutien et puis faisait pas une différence que de mon niveau scolaire, vu que mes deux grands frères étaient meilleurs que moi à l'école, et ben, je pense que c'est quelque chose qui a fait que ça m'a un peu marqué au final. Ouais, moi, je trouve juste incroyable que peut-être c'est à cause de ça que ça t'a pas marqué, parce que ta famille, ils étaient tellement derrière toi et puis qui te laissaient pas sentir la différence, et de savoir que c'était pas ça qui donnait ta valeur, en fait. Et du coup, moi, je me demandais, mais est-ce que ça, c'est une des choses qui t'a vraiment aidé? Est-ce que tu as d'autres idées de ce que des parents pourraient faire? Ou comment est-ce qu'ils pourraient aider un enfant qui est peut-être dans une situation similaire? Je sais pas si depuis tu as pu réfléchir à des choses que tu trouves seraient utiles pour quelqu'un qui se retrouve face à ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à des parents qui ont un enfant qui a ces difficultés-là ouais. Je pense, à mon avis, une des clés, c'est de valoriser l'effort qui est donné. Dans le sens que, je me souviens justement en 5-6e année, des fois je passais tout mon mercredi après-midi à réviser mes vogues d'allemand, très bon souvenir. Et puis, alors que mes frères, eux, ils allaient skier, ils allaient profiter, ils allaient jouer. Enfin, surtout John, je me souviens, lui, j'ai l'impression qu'il faisait pas grand-chose, puis il avait des assez bonnes notes. En tout cas, je faisais beaucoup plus que lui en termes de révision. Et je pense valoriser ça, en fait. Valoriser l'effort qui est donné plus que le résultat. Je me souviens pas être rentré à la maison avec une mauvaise note et me dire qu'est-ce que mes parents vont me dire de cette mauvaise note. Je pense qu'ils savaient que derrière je travaillais, que derrière j'essayais, puis que je donnais mon meilleur, en fait. Et je pense que ça, c'est important de vraiment valoriser l'effort qui est donné, en fait. Le travail qui est donné, et puis aussi reconnaître les forces différentes. Enfin voilà, le système scolaire, il est fait de manière où ça valorise une certaine forme d'intelligence et peut-être pas une autre. Puis de reconnaître ça, de dire mais c'est pas grave, il y a d'autres choses, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres manières de vivre ça. Et je pense que ça m'a beaucoup... ouais, je pense que ce serait un bon conseil que je donnerais. Valoriser l'effort plus que le résultat, en fait. Ouais, je trouve ça magnifique, vraiment. Et du coup, pour les gens, parce que ça c'est pour les parents, mais pour les gens qui sont peut-être dans cette situation-là, et je parle pas que des gens au niveau scolaire, mais peut-être des gens qui sont face à un obstacle, qui se disent que je suis pas capable et autres. Est-ce que tu as des choses que tu pourrais les encourager avec aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense le plus important, c'est de réaliser que c'est pas les circonstances extérieures ou ce que tu produis qui définit ton identité. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans un domaine tu as des difficultés plus que d'autres que tu es moins bon ou que tu es mauvais ou que tu es nul. Je pense que c'est vraiment, à mon avis, ça une clé qui est importante, c'est de se dire mais ma valeur, elle n'est pas liée à mes capacités, en fait. Elle est liée à mon statut en Christ, enfin mon statut face à Dieu, quoi. Ma dignité. Et ouais, je pense que ça, c'est à mon avis quelque chose d'important. Et peut-être ce que je donnerais comme conseil un peu plus technique, c'est que ces dernières semaines, j'ai commencé à faire des vogues de grec dans le cadre de mes cours à la HET. Du coup, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de l'époque. Et en fait, j'ai réalisé que je pense que j'étais dans une méthode d'essayer de retenir. Je pense que vous avez tous expérimenté ça, où tu caches un côté, puis tu défiles et puis tu essaies de retrouver. Et puis, j'ai toujours essayé d'apprendre mes vogues de cette manière-là. Et puis là, j'ai commencé, il y avait notamment une application pour essayer d'apprendre mes vogues de grec. Et
en fait, ça sortait aussi vite que ça rentrait. C'était comme à l'époque. J'arrivais pas à retenir ces infos-là. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à d'autres manières d'apprendre. Et du coup, j'ai commencé à me faire des petites cartes où j'ai écrit dessus. J'avais quelque chose de physique, de concret. Et en fait, de cette manière-là, j'ai beaucoup plus vite appris. Donc peut-être ce que j'encouragerais des personnes qui ont des difficultés ou les parents qui accompagnent, de dire, mais essaye d'être créatif, essaye d'essayer différentes choses. Si cette méthode-là, elle ne marche pas avec toi, ben, essaye autre chose. Et je pense, même dans tous les domaines, quand on est face à un défi, moi je pense que les défis, c'est une opportunité d'être créatif en fait. Quand il n'y a pas de défi, ben, les choses vont facilement, tu n'as pas besoin de réfléchir plus loin. Alors que quand il y a un challenge qui est devant toi, ben, ça te pousse à être créatif et à trouver des autres solutions et pas avoir peur d'essayer ça, quoi. C'est trop beau tes conseils. Mais c'est vrai que je trouve des fois on a ça dans la tête qu'on sait, par rapport à ton premier point, on sait qu'on devrait avoir notre identité en Jésus, mais en fait des fois c'est dur que ça descend jusqu'au cœur, quoi, que vraiment on comprenne ça, quoi. Mais c'est super comme conseil. Moi je me demandais, est-ce que ce côté, ce blocage, est-ce que tu le sentais des fois ou pas quand même? Est-ce que ça t'affectait ton identité à l'époque, après que tu t'es un peu rendu compte? Et est-ce qu'il y a des choses qui découlent de ça, qu'aujourd'hui, des fois, ça te fait encore, ça te bloque encore, ou tu sens qu'il y a encore des conséquences, ouais, des choses liées à ça, ou est-ce que tu t'en sens libéré aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu? Je pense que oui, ça m'a clairement quand même affecté dans mon identité. Même si j'ai une mauvaise mémoire, il y a quand même des éléments qui m'ont marqué. Et je pense, quand je me suis inscrit justement à l'autre école de théologie, là, c'était un sacré challenge pour moi parce que voilà, j'ai jamais fait de gymnase, j'ai jamais fait de formation supérieure par la suite. Et du coup, je savais pas comment je vivrais ça. Et me disais, mais est-ce que je vais y arriver? Ça va me demander beaucoup plus d'énergie que d'autres ou pas? Enfin, j'avais pas confiance en moi dans ces domaines-là, en fait, académiques. Du coup, ces défis de l'époque faisaient que j'avais pas confiance en moi dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, j'ai osé relever le défi, je me suis lancé. Et en fait, ces petites victoires, ces petits travaux à rendre les uns après les autres, à renvoyer, à avoir des notes qui sont bonnes, et ça m'aide à prendre confiance en moi et de me dire non, je suis capable. Et puis peut-être que ça m'a pris plus de temps que d'autres, mon développement, mais j'y arrive aussi en me donnant les moyens. Et ouais, je pense que ces petites victoires, relever les défis alors que ça te stresse, c'est toutes des petites étapes qui te permettent de prendre confiance en toi. Ouais. Trop. Mais c'est vrai que sur les années, j'ai vu ton évolution. Et puis je suis à Noémie aussi qui me disait par rapport à où tu en étais au début quand tu étais au groupe de jeunes, puis aujourd'hui par rapport à tes prêches, c'est juste hallucinant de voir le parcours et le fait que les défis, et t'en as eu, je t'ai vu quand même traverser vraiment des moments difficiles en étant pasteur, et je trouve juste hallucinant de voir le fait que tu t'as vaincu et que t'as continué, t'en es là aujourd'hui, quoi. Puis c'est pas la fin. C'est trop beau. C'est trop beau. Je trouve, je sais pas si vous, ça vous encourage. Ce témoignage et ce parcours, on n'a pas encore fini. Moi, j'ai encore envie de creuser un peu ce après, un peu plus tard. Mais en fait, ça nous intéressait de savoir par rapport à vous, ce que vous avez vécu à l'école aussi, de voir ce qui s'est passé pour vous. Et du coup, vous pouvez retourner sur Slido, pour ceux qui ont gardé ouvert, je vous ai dit qu'il fallait. Il y a juste... il y a une question qui va venir à l'écran et c'est vraiment que vous pouvez écrire librement des réponses. Par rapport je crois que la première question, c'est quels sont les défis que vous avez rencontrés à l'école? Ouais. Quels défis avez-vous rencontrés à l'école? Alors vous pouvez juste écrire quelques idées si vous aussi vous avez vécu des défis. Ce serait intéressant de voir parce que je trouve que l'école c'est quand même quelque chose. Allemand, t'es pas le seul, Max, du coup. Est-ce que vous avez... Ouais, ça c'est une bonne... Flemmardise. Ouais, je vois ça avec mes élèves à l'école, il y a quelque chose aussi. Ouais, le regard des autres, ça c'est fort. Le
et Mais l'anglais. je pense par rapport à dyslexie, je trouve ça intéressant parce qu'à mon avis, j'avais un peu de dyslexie, pas très très forte, mais je pense qu'aujourd'hui, je vois en pouvant écrire sur un ordinateur, Ça t'aide. j'arrive beaucoup mieux Ouais. à retenir mes mots, à écrire juste et tout ça. J'ai moins de doutes sur la forme des mots et je pense que c'est tellement bien de pouvoir reconnaître, En plus, il y a le découvrir ces correcteur choses-là. En plus, il y a le correcteur. qu'il n'y a pas sur papier. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est incroyable. Je trouve ça juste. Je sais pas pour vous, mais je trouve c'est fort de voir combien de mots sont en train de s'apparaître et puis de se dire, mais on n'est pas seul en fait. On a tous eu des défis. Parce que tellement de fois, quand on vit un défi, on se dit, mais je suis le seul qui n'arrive pas à réussir ça, j'arrive pas à m'en sortir, je suis bête, je suis nulle. Et je trouve tellement fort de voir tout ça, relationnel aussi, moquerie, méchanceté. La science, ouais, c'est fou. Merci pour ces réponses et je trouve ça tellement beau de orthographe, ouais. Apparemment, il est vraiment grand. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit ça. Bah, pour la petite histoire, je crois que c'était en 5e année, au travers des dictées, donc c'était un quart de paragraphe comme ça, donc vraiment pas des longues dictées. Ma prof, elle stabilobossait les mots justes dans les dictées, puis elle me mettait en bas un pourcentage de mots justes. Et je trouve que c'était très pédagogique, et je dis pas que c'était méchant de sa part, parce que c'était même valorisant de dire je vais pas compter le nombre de fautes qu'il y a. Orthographe. Mais je trouve quand même hallucinant de se dire que tu es parti de là à être à l'acheter en train de faire ces pages de malade que je te vois faire. Et je trouve je trouve tellement beau. La prochaine question, du coup, avec Max, en fait, on s'est rendu compte que il y a un peu deux types de défis qu'on peut vraiment rencontrer si on les catégorise. C'est la dimension scolaire et la dimension relationnelle. Et du coup, on trouvait intéressant de voir un peu, la première, je crois que c'est le scolaire, de voir au niveau de comment est-ce que tu as vécu la dimension scolaire à l'école, le 5 en étant genre, c'était vraiment difficile et 1, c'était vraiment facile le scolaire. Du coup, ah ouais, quand même. Ah, il n'y en a qu'une réponse. Du coup, juste pour savoir, oh, ça bouge tout le temps. On est un peu au milieu, on est des bons Suisses. On reste au milieu. Ça va vraiment être ça en plus. C'est intéressant. Il y a vraiment des gens qui, ça va être facile, puis d'autres qui... Ok, puis du coup, comment est-ce que tu as vécu la dimension relationnelle à l'école? Parce que je sais que moi, j'ai pas eu de peine scolaire à l'école, mais j'ai vraiment galéré relationnel et je trouve que t'as vraiment un peu ces deux types où on peut souffrir et je pense que chacun a ses défis à l'école. Ah ouais. Du coup, 1, c'était nickel le côté relationnel et le 5, c'était vraiment pas très cool. Ah, ça commence à augmenter. Mais quand même, il y a un bon pourcentage qui est dans les 4. Je trouve que c'est fort. C'est vrai que l'école, c'est un moment qui est très dur relationnellement parce qu'on est face au regard de l'autre et d'être accepté. Du coup, c'est puissant de voir ça. Merci. Puis du coup, on a une dernière question. Tu voulais dire quelque chose? Ok, on a une dernière question. De nouveau, vous pouvez mettre des idées, parce que Max nous a donné des idées, mais je me demandais si vous avez des idées aussi qui pourraient potentiellement aider des parents qui sont dans cette situation-là ou des personnes qui sont dans cette situation-là, mais quelles idées pour aider ceux qui ont de la peine ou souffrent à l'école? Est-ce que vous avez des idées de comment on peut les aider et les amener plus loin? Je ne sais pas si vous... Ouais, parler. Moi, je trouve que c'est tellement fort parce que le diable, il veut tellement pas qu'on parle. Et souvent, on a honte dès qu'on a des défis. On se referme, on veut surtout pas parler parce qu'on veut que personne sache. Mais en fait, c'est vraiment comme dans il dit la Bible, quand on parle, on met de la lumière sur un sujet, en fait, ça peut commencer à guérir. Et du coup, je trouve ça très fort. Ouais, encouragement à fond. Prier à fond. Ouais, ça, je fais beaucoup pour mes enfants en ce moment. Se faire aider, ouais. Se faire aider aussi, mais ça il faut
il faut être humble et vulnérable, quoi. Il faut oser se laisser. Mais c'est très bien. À fond. C'est trop beau de voir tous ces trucs-là. Merci. Merci beaucoup. Non, ce que je voulais dire, si j'ose, mais c'est trop bien. Enfin, je trouve intéressant l'écoute qui revient souvent et je pense que c'est vrai que c'est important. Mais je trouvais assez fort les résultats sur les deux questions parce qu'on était les deux plus ou moins à 2,5, donc au milieu, ça veut dire des gens qui ont souffert et d'autres qui n'ont pas souffert. Je trouve que c'est assez fort quand même comme résultat. Et c'est vrai qu'avant ce talk, des fois, je me disais, ouais, ça change quoi de parler de mes défis scolaires, enfin, voilà. Mais en fait, en voyant ce résultat-là, je me dis, waouh, c'est fort. Et je pense que ça laisse des marques quand même, que Dieu a envie aussi de venir rencontrer, de venir nous travailler, nous transformer. Enfin, moi, mon cœur, ce qui bat sur mon cœur, c'est de voir des vies qui sont restaurées pour pouvoir être envoyées, en fait. Et je pense que quand même, ces années d'école, c'est des années qui nous marquent dans notre identité tout au long de notre vie. Et je pense que ces souffrances qui sont là, ça vaut vraiment la peine de les accueillir, de les laisser venir et puis de prier là-dessus, de partager. Enfin, même si c'est peut-être il y a 20, 30 ans que vous avez vécu, je pense qu'il peut encore y avoir des choses et puis à les amener à Dieu. Peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas forcément chrétien. En tout cas, moi, je sais que je ne vivais pas tout ça avec Dieu. Mais on peut les revisiter avec lui aujourd'hui, en fait. Et puis ça peut nous libérer pour des choses. Enfin, voilà, je trouvais fort de voir ça. Non, c'est super ce que tu as dit, vraiment. Merci. À fond. Je pense que des fois, comme j'ai dit, on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres qui ont le même défi. Et du coup, c'est beau de pouvoir partager. Et je te remercie de partager ça parce que peut-être quelqu'un qui regarde ou qui est là va être encouragé là-dedans. Maintenant, moi j'avais envie aussi de creuser en fait jusqu'à maintenant en fait ton chemin que tu as fait. Et du coup, je voulais d'abord savoir quel était le déclencheur qui t'a amené à Dieu en fait. Parce que est-ce que t'as toujours, je sais que tu as vécu dans une famille chrétienne, mais est-ce que c'était facile ou est-ce que tu as vraiment eu un déclencheur là-dedans qui t'a amené à être pasteur aujourd'hui, je veux dire? C'est une très bonne question. Je pense toute ma vie, j'avais toujours cette conviction et conscience qu'un Dieu existe. Je ne crois pas avoir traversé une période de ma vie où je me disais Dieu n'existe pas. Maintenant, il y a eu clairement une période de ma vie, enfin surtout l'adolescence, fin de scolarité et puis à début d'apprentissage, où là je dirais que Dieu il était un peu aux oubliettes, quoi. Peut-être à 2-3 moments il ressortait, je lui laissais la place, mais après il y retournait. Enfin, dans le sens, j'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Et le déclencheur, je pense comme pour pas mal de personnes finalement dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent, c'est une période de défi. Donc quand j'ai fini ma scolarité, j'ai décidé quel apprentissage je faisais. Et puis j'ai été en cuisine comme on a vu avant. Et je me suis retrouvé derrière les fourneaux dans un restaurant à 15 ans. Avec un chef très exigeant, travaille jusqu'à 11h, minuit le soir, enfin voilà, des horaires de cuisinier typiques. Et puis en gros, après 6 mois, je me suis retrouvé responsable des entrées et des desserts. J'avais un cuisinier sous mes ordres que je devais diriger. Et puis quand il faisait brûler les toasts, le chef il me grondait moi, parce que c'était à moi de le surveiller. Donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu l'ambiance dans laquelle j'étais. Et en fait, cette situation-là, elle m'a vraiment poussé vers Dieu, quoi. Je me souviens des soirs où je rentrais après le service, puis j'étais en larmes dans ma chambre. Et puis là, les premiers moments que j'ai vécu avec Dieu, c'était sur de la musique Akon, pour ceux qui connaissent le rappeur, pas du tout chrétien. Comme quoi, on peut avoir Dieu n'importe quoi. Je sais pas, ces chansons dont je ne comprenais pas l'anglais, donc du coup les paroles n'étaient pas forcément facteurs. Mais c'est vraiment ces moments-là où j'ai recommencé à avoir une relation avec Dieu et où Dieu m'a vraiment rencontré. Et autant j'avais conscience que Dieu existait avant et j'ai jamais remis ça en question, autant à ce moment-là j'ai commencé à avoir une relation vraiment personnelle avec lui. Et à partir de ce moment-là, il était avec moi dans la cuisine, il était avec moi quand je descendais au congèle pour voir s'il y avait encore de la glace myrtille et qu'il n'y en avait plus et que je savais qu'en remontant j'allais me faire ramasser par mon chef parce que j'avais oublié d'en refaire. Il était là, il était avec moi. Et puis
Puis il m'a donné la force de finir cet apprentissage aussi. Ça, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fini ces 3 ans d'apprentissage et depuis là, j'ai eu une relation avec lui. Alors à ce moment-là, je ne me suis pas dit je vais faire pasteur, pas du tout, ça m'est tombé dessus. Mais j'ai vraiment commencé à avoir une relation avec lui. Et c'est pour ça que pour moi, la clé, c'est même pas seulement de savoir qu'il y a un Dieu, c'est de vivre une relation personnelle avec lui. Parce que c'est ça qui transforme, c'est ça qui change. On peut passer toute sa vie à aller tous les dimanches à l'église de manière habituelle, routinière. Ça ne va rien changer fondamentalement dans ta vie. Par contre, quand tu commences à avoir une relation avec lui, tu peux lui exposer tes soucis, que tu peux l'écouter, mais là, ça fait vraiment une différence, quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. Et du coup, tu as eu cette relation avec Dieu et c'est quoi qui t'a justement mené là où tu es aujourd'hui à être pasteur? C'est quoi qui t'a fait dire, ok, je vais devenir pasteur? C'est quoi le moment? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de moment? Il n'y a pas vraiment eu de moment, mais je pense qu'une des personnes clés dans mon cheminement de foi, c'est mon grand frère Jérémy, qui est encore aujourd'hui pasteur à ICF Lausanne, mais c'est son dernier dimanche. Après, il quitte Lausanne parce qu'il remet à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, je trouve que ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Mais c'était une personne vraiment clé dans mon cheminement de foi. À la fin de mon apprentissage, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en parlant avec lui, mon frère, c'est un visionnaire. Moi, je le suis un peu moins. Du coup, il avait des idées de ce que je pourrais faire. Et puis, je suis parti dans une école où je faisais 3 jours de cours en interne, donc on dormait ensemble et tout ça. Et puis à côté, je servais dans l'église, dans les groupes de jeunes de l'église. Donc je suis parti là-dedans. À ce moment-là, je n'avais jamais lu ma Bible, je connaissais vraiment pas grand-chose. Et puis ces 2 années ont vraiment été énormes dans poser des fondements dans ma foi. Puis après, toujours ce Jérémy avait comme rêve de démarrer une église à Bulle. Et puis ça me plaisait cette idée-là, mais je me souviens que j'avais besoin de me l'approprier. Et à une soirée, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille à Bulle, dis-le-moi, quoi. Moi, j'ai envie d'y aller, mais dis-moi si tu as envie que j'aille. Et j'ai été vers un des gars qui était un prophète, qui était venu ici d'Angleterre, d'ailleurs. Et puis, il m'a dit, Dieu a déposé sa volonté dans ton cœur. Puis, voilà, ça peut paraître une phrase un peu bateau, mais avec ma prière que je venais de faire, c'était le déclic. Du coup, j'ai décidé de rejoindre Jérémy dans le projet de Bulle. Et pendant plus ou moins ces années-là, Jérémy a reçu qu'il devait rester à Lausanne. Du coup, je me suis retrouvé responsable du projet Bulle. Voilà. Et voilà que je suis pasteur. C'est vraiment concours de circonstances. Je ne pensais pas être pasteur principal. Non, c'est vrai. Je n'ai jamais pensé avoir ce rôle-là. Moi, je ne pensais pas être femme de pasteur non plus. Mais c'est beau de voir que tu as suivi quand même. Je trouve que des fois, les plans de Dieu ne sont pas celles qu'on s'attendait. Mais en fait, c'est magnifique, en fait, ce qu'il a fait avec toi ces dernières années et ce qu'il a fait en toi, c'est juste trop beau. Du coup, c'est trop beau de voir ce parcours. Du coup, une question maintenant qu'on a un peu mis les bases. Non, mais qu'est-ce que pour toi est le plus grand challenge d'être pasteur? Parce que je trouve que c'est une bonne question. Le plus gros challenge d'être pasteur, c'est une bonne question. Je dois en choisir qu'un? Non. Non, mais je pense que les challenges dans nos vies sont souvent liés à notre personnalité, à comment Dieu nous a créés, ce qu'il a mis en nous. Et je pense que, du coup, c'est aussi lié à ça. Donc, voilà, j'ai fait un test de personnalité il n'y a pas très très longtemps dans le cadre de la HET, justement. Et en fait, le premier trait de caractère qui est sorti le plus fort sur les 5 ou 6 qu'il y avait, c'était accommodant. En gros, il y a accommodant ou meneur. Et puis moi, je suis sorti à fond accommodant, mais genre vraiment à fond. Puis voilà, j'ai eu un entretien individuel avec la personne, puis il me disait, il savait que j'étais pasteur, il disait, c'est intéressant avec ton profil. Enfin, comment est-ce que tu vis ton quotidien avec ce profil accommodant? Et du coup, c'était très très riche parce que j'ai réalisé que je suis vraiment un accommodant. Et du coup, ce qui m'amène, la force de ce côté accommodant, c'est que j'aime concilier les gens, trouver des solutions. J'ai un profil nickel pour travailler en équipe, pour unir et puis pour garder les choses ensemble. Donc je vois que c'est vraiment ma force. Mais du coup, le défi, c'est quand il faut confronter, dire quelque chose qui va peut-être déranger l'autre, aller dans une direction et puis ne pas être sûr que tout le monde va te suivre dans cette direction-là, décevoir des gens. Tout ça, c'est vraiment des choses qui me coûtent et qui me font mal. Et forcément, dans un rôle de pasteur,
principal, il y a des fois où tu dois trancher, où tu dois décider. Et ça me coûte beaucoup d'énergie de faire ça, quoi. C'est trop beau que tu oses partager ça et que tu nous partages ça ce soir, c'est trop beau. Et du coup, de l'autre côté, parce que tu as ces défis, mais pourquoi du coup ce que tu persévères à travers ces défis et quelle est la chose la plus belle, tu trouves, d'être pasteur en fait? C'est toi qui te donne le feu. Je dirais, je pense ce qui me plaît le plus et là où je m'éclate le plus, c'est quand même au travers de la prédication. J'ai un profil à l'époque où j'étais assez introverti, j'étais pas le gars qui allait parler devant tout le monde et autres. Et je pense que c'est vraiment un don que Dieu m'a donné. Et puis je m'éclate vraiment dans ce cadre-là, à pouvoir faire des messages, de pouvoir enseigner les gens sur la foi, sur qui est Dieu, sur des sujets thématiques. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et puis par contre, ce qui bat sur mon cœur, c'est vraiment de voir des personnes transformées par l'amour de Dieu. Ça, c'est quand je vois quelqu'un qui connaissait pas Dieu et qui apprend à le connaître, qui découvre toute la richesse qu'il y a, ça me fait vibrer, quoi. Ça j'aime. C'est pour ça que je fais pasteur, je crois. C'est trop beau. On est reconnaissant que tu persévères à travers les défis pour l'aide parce que tu le fais juste tellement bien. Et du coup, c'est quoi le truc que tu dirais t'as le plus appris à travers ces années en tant que pasteur? C'est quoi que t'as dû lâcher prise ou c'est quoi le truc que t'as le plus appris? Donc, ce que j'ai le plus appris, on a démarré, t'étais là à partir de ce moment-là dans l'histoire, on a démarré ici à Bulle, j'avais 20 ans. Donc, à 20 ans, généralement, on est un peu surtout quand on se lance dans un projet comme ça, on est un peu fou, idéaliste, fonceur, et c'est bien, c'est ce qu'il fallait, je pense, pour qu'il y ait une église ici. Mais du coup, je pense que le défi, ce que j'ai vraiment appris au travers des années, c'est vraiment d'écouter l'autre, en fait. J'ai l'impression que tellement souvent, on essaye de répondre à des questions que la personne ne se pose pas, ou on croit avoir compris tout sur sa situation, puis on vient amener une solution qui est en fait pas du tout adaptée à la situation de la personne. Et je pense pour moi la clé, elle est là. Ce que je dirais l'élément le plus fort que j'ai découvert, c'est écouter l'autre, poser des questions, creuser et ne pas chercher à amener une solution avant d'avoir vraiment saisi tous les contours de la situation, de tout ce qui se vit. Je pense que ça c'est vraiment pour moi clé. Et je dirais en lien un peu avec ça, c'est vraiment cette dimension de la culture de l'honneur qui est pour moi vraiment un élément qui bat sur mon cœur, c'est-à-dire d'honorer l'autre, en fait, de croire que l'autre est capable, de croire que l'autre a la capacité de réflexion, de décision, et puis de l'honorer dans cette place-là, quoi. Trop. Et c'était vraiment pas quelque chose qu'on avait au début. On a dû beaucoup se prendre des murs, j'ai l'impression, en tout cas pour moi. Du coup, tu as appris ça c'est personnellement. Mais quel conseil est-ce que tu donnerais? Parce que peut-être il y a plein de gens dans cette salle qui veulent faire pasteur, hein, c'est un métier très courant. Du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à des gens qui peut-être ont ce rêve-là, d'être pasteur ou d'accompagner quelqu'un qui veut commencer une église? Tu donnerais quoi comme conseil? Bon, je pense que ça vaut pour un pasteur, mais ça vaut aussi pour plein de gros projets qui vont te prendre du temps. Ça peut être un business, ça peut être même un projet familial. Enfin, je sais pas, à vous de mettre dedans ce que vous voulez, mais je pense que je donnerais comme conseil, c'est ce que je dirais au Maxime qui a 20 ans, là, qui vient débarquer à Bulle. Je lui dirais, premièrement, ce projet, c'est pas ta vie. C'est un truc qui te tient à cœur, c'est un truc qui est important, c'est un truc que tu as envie de mettre toute ton énergie dedans, mais c'est pas ta vie. Si ce projet, il aboutit pas, eh ben, ça va rien changer à qui tu es. Si ce projet, il y a des défis à l'intérieur, c'est pas toute ta vie qui a des défis, c'est juste ce projet-là. C'est pas toi, ce projet. C'est quelque chose d'externe à toi, c'est une partie de toi, mais c'est pas que toi. Et là, quand on a eu le projet de rénover une maison à Gumfans, eh ben, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien dans mon identité et dans ma stabilité. C'est quand il y avait des défis à l'église, il y avait des défis à l'église. C'est clair que ça me prend parce que je suis pas indifférent. Mais je sais que c'est pas toute ma vie, quoi. Qu'il n'y a pas que ça dans ma vie. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est
ça prendra plus de temps que ce que tu penses. Et je pense que quand on imagine un projet, quand on planifie un projet, on pense que ça va aller point A, point B, point C, point D, et dans 4 ans, vous serez 500, il y aura 10 employés, vous aurez construit une salle, voilà. Non, ça prend du temps. Et c'est petite étape par petite étape. Et valoriser aussi ces petites étapes, en fait. Parce que ces petites étapes, elles font partie du plan d'ensemble, quoi. Donc, ça prendra du temps. Et c'est pas toute ta vie. Je pense que c'est les 2 conseils que je donnerais. Je pense que c'est des conseils en or. Je pense vraiment que ça peut parler à des gens. En tout cas, ça me parle à moi aussi. Et je trouve que comme tu as dit, il y a des fois quand tu imagines quelque chose, il y a point A, point B et tout ça. Et je trouve que l'Église aujourd'hui, en fait, je pense des fois on s'imaginait une église aux États-Unis ou quoi que ce soit d'autre, mais on est dans une culture qui évolue aujourd'hui et ça change. Et en Suisse, on voit vraiment qu'il y a des défis. Et moi je voulais te poser une question un peu plus générale par rapport à ta vision des choses de l'église et quels sont les défis que toi tu vois pour l'église dans les années à venir? C'est une très bonne question. Je pense que c'est on est vraiment dans un défi aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on est dans une société qu'on appelle post-chrétienne, c'est-à-dire qu'on sort du christianisme en fait pour arriver nulle part, enfin dans le sens dans aucune religion, enfin c'est ce qu'on croit, et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité en fait. Il n'y a jamais eu une société qui est sortie d'une religion ou d'une croyance pour arriver nulle part, surtout du christianisme pour arriver nulle part. Et du coup, on ne sait pas trop ce que ça donne, ce que ça veut dire, ce que ça représente. Et je pense que la réalité qu'on voit très clairement, c'est que les valeurs du christianisme qui étaient des fondements, je veux dire les droits de l'homme, c'est basé quand même la plupart sur la Bible, sur les valeurs bibliques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ces choses-là sont en train de se remettre en question. Et puis, il y a une sorte de décalage qui commence à se créer entre les valeurs en tant que chrétien dans la Bible et les valeurs de notre société. Mais moi, je ne vois pas ça comme un défi, un enjeu, je le vois plutôt comme une opportunité. Parce que je pense qu'on s'est habitué, on s'est un peu tiédi, relâché, on a eu l'habitude de ce fondement-là. Et puis du coup, on est devenu un peu mou, je pense, en tant que chrétien chez nous. Et du coup, moi, je pense que cette différence-là, elle va nous obliger à nous positionner, à oser tenir des valeurs. Alors, je ne vous cache pas qu'avec mon côté accommodant, c'est un challenge, mais on va chercher, on va devoir se positionner. Et je pense qu'une lumière, elle brille quand autour c'est sombre, elle ne brille pas au milieu de la lumière. Enfin, c'est moins flagrant, quoi. Du coup, moi, je vois vraiment ça comme une opportunité. Mais je pense que l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est le côté consommation de notre société, où on veut juste recevoir. Et puis en fait, quand tu consommes, tu reçois. Et puis si ça ne te plaît pas, ce qu'il y a, ou qu'il y a quelque chose qui te déplaît, je ne vais pas revenir, ça ne sert à rien. Et je pense, pour moi, je vois ça très, très fort dans l'Église, mais je sais que ça ne se limite pas seulement à l'Église. C'est l'aspect d'engagement, c'est l'aspect de fidélité. Et même quand je n'ai pas envie, je continue à aller parce que je sais que ça sera bon. Et je pense qu'on est vraiment dans une société qui a perdu ça et qui a juste envie de garder son agenda un peu libre pour choisir ce qu'il veut faire. Et on perd cet aspect de dire je m'engage là-dedans et puis j'y vais, même si j'ai pas envie, je continue d'aller. Et à mon avis, ça c'est quelque chose d'un enjeu, très clairement. Ouais. Ouais, je trouve on voit ça aussi dans les mariages. Les gens ne veulent pas s'engager dans le mariage aussi parce que non, je veux rester libre, quoi. Puis c'est vrai qu'il y a un pasteur américain qui disait que les gens pensent être libres, mais en fait, on est toujours esclave de quelque chose. Puis du coup, on n'est pas réellement libre. Et je trouve ça fort, ouais. Est-ce que tu vois des choses plus locales aussi? Je trouve ça fort, tout ce que tu as dit. Est-ce que tu vois des choses plus locales qui pourraient être un défi aussi, venant de ça ou voilà? Plus local, tu veux dire? Au niveau de Bulle ou l'église locale, quoi. De notre église, tu vois, des défis à venir. Je pense l'enjeu de toutes les églises, ou la raison peut-être pour laquelle des églises s'arrêtent, c'est souvent les ressources. Et les ressources, je pense, dans une église, il y a 2 formes de ressources. Il y a le bénévolat,
c'est-à-dire les personnes qui servent, qui s'impliquent, qui disent ça c'est mon église, je suis là, je suis présent, que ce soit en venant le dimanche ou même en servant, je pense que ça c'est une des clés. Et le deuxième ressource, c'est les finances qui font, je pense que certaines églises arrêtent de continuer parce qu'ils n'ont plus les finances et les ressources pour. Donc je pense que c'est les deux enjeux qu'il peut y avoir, qui peuvent faire que quelque chose s'arrête. Je pense, pour être très pratique, je pense que c'est ça. Merci. Mais je trouve trop beau ce que tu as dit, que tu ne voyais pas ça et tu me le communiques à la maison aussi, mais tu ne le vois pas comme quelque chose de négatif, qu'il y a cette division qui est en train de se passer, cet éloignement, mais en fait c'est une opportunité. Et ça, je trouve que des fois il faut qu'on se le répète et qu'on se l'approprie, qu'en fait dans des situations difficiles, soit on le voit comme ça nous tue, ça nous achève, c'est fini, ou soit on le voit comme une opportunité pour du changement ou d'être créatif, comme tu as parlé tout à l'heure. Ça dépend de comment nous, on veut se positionner et voir la chose. Et je sais que personnellement, ça peut être très dur des fois de se positionner dans la bonne direction, mais je trouve que c'est beau de s'encourager, de dire maintenant on veut se positionner en disant mais ça va être pour une bonne chose, on va prier puis on va croire que Dieu peut faire quelque chose à travers de ça. C'est trop beau. Moi, j'ai trop aimé te poser toutes ces questions et tu es tellement rempli de pépites et de choses justement profondes. Et j'aime trop voir l'homme que tu deviens et que tu es. Et du coup, moi, je voulais aussi voir si vous avez des questions que vous voulez savoir sur Max, sur nous ou sur qu'est-ce que c'est d'être pasteur. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter ou le crier à haute voix. Si vous n'avez pas de Natel, hein, vous pouvez sans autre gueuler un bon coup. Mais du coup, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a des questions? Ça peut être juste par rapport à Max aussi, si vous voulez savoir des secrets sur lui. Ah, ça c'est une bonne question. Ouh là là. Comment tu te vois dans 20 ans? Ouh. J'espère avec des cheveux. Ah, celle-ci elle est bonne. Non, je plaisante. C'est une très bonne question que je pourrais pas répondre. Dans 20 ans, 20 ans ça fait beaucoup. Hein. Souvent on parle de 10 ans, mais même 10 ans c'est un peu... Ça fait quoi 20 ans? J'aurai 50 ans. Je rêve d'avoir un camping-car. Je crois que c'était plutôt en lien avec l'église. C'était plutôt en lien avec l'église. Non, je pense... moi j'ai un souhait que j'ai exprimé à Dieu pour moi. Enfin voilà, je me pose cette question, est-ce que ma place elle est à vie, à Bulle ou pas? Enfin voilà, c'est quelque chose que j'exprime à Dieu et que je suis à l'écoute de lui, donc c'est à lui qu'il faut poser la question, pas moi. Mais pour moi, un des souhaits vraiment qui est important, c'est que dans mon côté accommodant, j'aime tellement les relations que j'ai vraiment besoin, j'aime travailler avec des gens, avec une équipe, dans une dynamique. Et on a un super lead team et puis on vit des belles choses ensemble. Mais c'est vrai que quand je travaille, je suis quand même seul. Et puis ça, c'est quelque chose qui me pèse un peu. Alors aujourd'hui, avec la HET, ça équilibre ma semaine. Du coup, j'aime beaucoup. Mais j'ai dit à Dieu, si tu veux que je reste toute ma vie à Bulle, fais qu'on puisse avoir un petit peu de staff, qu'on puisse avoir un peu une dynamique d'équipe au niveau travail et implication. Du coup, voilà. Du coup, il faut tous qu'on prie qu'il y a du staff. Mais dans 20 ans, non, franchement, je peux pas répondre. J'ai des souhaits de comment j'aimerais être au niveau, au niveau de mon attitude, mais où, quand. Ouais. Je pense que c'est pas des questions qui sont les plus importantes pour Dieu. Les où et les quand. C'est surtout les comment, je pense. Dans quelle attitude je serais. Oui, je serais. Il y a un verset dans la Bible qui dit. Jésus il dit, je reviendrai, mais est-ce que je retrouverai encore de la foi quand je reviendrai sur terre? Et je trouvais fort cette phrase de Jésus, de dire, est-ce qu'il y aura encore de la foi en moi? Puis moi, je me souviens quand j'ai lu ça une fois dans un élan de fougue, j'ai dit, si tu reviens de mon vivant, il y aura encore de la foi sur terre, parce que dans 20 ans, je croirai encore en Dieu et je serai encore à fond à m'impliquer pour lui. Voilà. Trop beau. Et j'aurai encore ma magnifique femme avec moi. Et 2 enfants. Ouais. Oh, et encore 10. Peut-être plus, on ne sait pas, on verra.
Je pense pas. Hein. Et du coup, il y a une autre question. As-tu un travail à côté ou est-ce que tu es pasteur à 100%? Du coup, ça c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très bien. Très bonne question. Alors, je suis rémunéré à 40% par ICF Bull. Je dis rémunéré parce que ça me prend un peu plus que 40%. Du coup, voilà. Et puis, sinon, j'étudie justement à l'HET à un 50%. Et puis, il y a une fondation qui me soutient d'un 35% par rapport à mon revenu d'ICF. Donc, du coup, c'est ça mes deux emplois. Ouais. Et j'aime énormément l'équilibre entre les deux, en fait. C'est juste génial. Ouais. Donc, je ne suis pas à 100% pour ICF. Là. Mais tu gères super bien ça. Si tu devais... Il y a un bon là. Mais on viendra après. Si tu devais arrêter d'être pasteur pour n'importe quelle raison, qu'est-ce que tu ferais? Je trouve que c'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne question. Je suis quelqu'un d'assez passionné, comme on l'a dit au début. Du coup, il y a beaucoup de métiers que je pourrais me passionner pour. Mais en réfléchissant, je pense... dans ce test de personnalité, c'était aussi en lien avec nos jobs, nos professions. Et celui qui sortait très fort, c'était le côté enseignement. Donc, dans quel cadre, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui me bat sur mon cœur. Et peut-être aussi une dimension, je pense, dans le social. Ça me plairait pas mal de travailler dans le social. Je ne sais pas dans quel cadre, mais ouais. Ou en fait, mon job, c'est les gens. Ça c'est cool. L'église, c'est pas mal quand même pour ça. L'église, je réfléchis à ça, l'église, en fait, ça mélange mes deux passions principales qui sont les gens et Dieu. Ouais. C'est vraiment mes deux passions dans ma vie et l'église, ça rassemble les deux parce qu'il y a la dimension relationnelle et il y a la dimension aussi relationnelle avec Dieu. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Du coup, il y a une question très sérieuse, c'est Roger ou Nadal? C'est pas une question très dure à répondre. Question, hein. Roger. À tous les coups. Vous auriez dû mettre Roger, Nadal. Ça aurait été plus intéressant de mettre Nadal ou Djoko, par exemple. Ah ouais, ça c'est intéressant. Mais je pense que je sais Nadal. ce que Nadal, voilà. Bref, comme ça, ce mystère est dégagé. Et puis, je crois qu'il y a encore une question là. Comment est-ce que tu te ressources lorsque tu as des moments de down? Ça, c'est une très bonne question aussi. Ça, c'est une très bonne question. Hein. Comment est-ce que je me ressource quand j'ai des moments de down? Ouais. Je cherche encore la réponse des fois. Mais les vacances me font beaucoup de bien. Parce que c'est un moment où je lâche tout et je peux vraiment me décompresser, me faire du bien. Je pense que moi, j'ai besoin de processer avec des gens. Donc, c'est pas forcément ma solution de m'isoler, de rester seul. J'ai besoin de la relation, donc je pense, passer du temps avec Emmanuel, pouvoir partager avec elle, discuter avec d'autres personnes, je pense que ça me ressource beaucoup. Et puis la prière aussi. Je me souviens quand Mathéo il avait eu un malaise où on a cru qu'on allait le perdre, puis on a dû appeler l'ambulance, aller à l'hôpital. C'était vraiment très très fort en septembre dernier. J'ai été assez surpris de comment j'ai été vers Dieu en fait et lâcher prise. Et c'est vrai que ma vie de prière, c'est un défi. Je me classifierais pas en premier comme un homme de prière, même si j'aimerais peut-être bien plus l'être. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment vu que j'ai été vers Dieu et ça m'a fait énormément de bien. C'est trop beau. C'est une très bonne question. Il y en a vraiment des bonnes questions là. Mais du coup, je crois qu'on peut faire un bruit pour remercier Max vraiment et puis pour le dire à quel point on l'apprécie en tant que pasteur. Comme ça, il reste. Hein. Du coup, on te remercie vraiment, Max.